Après le décès de leur mère, mon avocat m'a traité de fou. Mon fils m'a supplié de reconsidérer ma décision, mais j'ai signé chaque document qu'elles ont posé devant moi sans en lire un seul mot. Elles se sont souri de part et d'autre de la table de conférence, pensant avoir gagné. Puis l'avocat de Catherine a raclé sa gorge et a annoncé qu'il restait un dernier document à examiner. Le sang s'est retiré de leur visage quand il a lu la première phrase. Moi, j'ai lu absolument chaque mot. Je m'appelle Jean-Pierre Morel et j'ai 67 ans. Ces 4 dernières années, j'ai vécu ce que je pensais être une seconde chance de bonheur avec ma femme Catherine dans notre maison juste aux abords de Lyon. Elle est décédée il y a 3 semaines. Une crise cardiaque. Soudaine, sans aucun signe avant-coureur. À un moment, elle riait devant une émission à la télévision, le suivant, elle était partie. Les pompiers ont dit qu'elle n'avait probablement rien senti. Je ne sais pas si cela rend les choses plus faciles ou plus difficiles à supporter. Catherine avait 2 filles d'un premier mariage. Vanessa, 32 ans, travaille comme expert comptable dans un grand cabinet à Paris. Rebecca, 29 ans, dirige une agence de marketing branchée à Bordeaux. Toutes 2 réussissent, toutes 2 sont impeccables, et toutes 2 étaient absolument convaincues que j'avais manipulé leur mère pour l'épouser par intérêt. La vérité? C'est Catherine qui m'a courtisé. Nous nous sommes rencontrés dans un groupe de parole pour personnes endeuillées. Elle avait perdu son premier mari à cause d'un cancer 5 ans avant notre rencontre. J'avais perdu ma femme Hélène de la même maladie 7 ans plus tôt. Nous comprenions la douleur de l'autre d'une manière que personne d'autre ne pouvait saisir. Nous ne cherchions pas l'amour. Nous étions simplement 2 êtres brisés qui trouvaient du réconfort dans le silence partagé. Mon fils Christophe a 35 ans. Il est professeur de mathématiques dans un lycée à Grenoble. Il gagne environ 2800 € par mois. Il vit dans un petit appartement et conduit une vieille Peugeot de 12 ans. Il ne me demande jamais rien. Quand je lui ai annoncé que j'épousais Catherine, il m'a juste pris dans ses bras et m'a dit qu'il était heureux que je ne sois plus seul. Catherine avait bâti une entreprise prospère d'importation de produits d'épicerie fine venus de toute l'Europe. Rien de colossal, mais très rentable. Sa maison en banlieue lyonnaise valait environ 2,8 millions d'euros. Elle avait des portefeuilles d'investissement d'une valeur de 2 millions supplémentaires, peut-être un peu plus. L'entreprise elle-même générait des revenus réguliers, de quoi assurer une retraite confortable. Je n'ai rien apporté au mariage, si ce n'est ma pension et la petite maison que nous avions achetée avec Hélène à la naissance de Christophe. Catherine s'en fichait. Elle disait qu'elle préférait vivre modestement avec quelqu'un qu'il aimait vraiment plutôt que de mourir riche et seul. Nous avons eu 4 belles années. De vraiment belles années. Nous avons voyagé. Nous avons ri. Nous avons construit une vie ensemble. Elle ne m'a jamais fait sentir que j'étais autre chose que son partenaire égal. Le lendemain des obsèques de Catherine, Vanessa et Rebecca sont venues à la maison. Elles n'ont pas frappé. Elles avaient toujours les clés d'avant mon emménagement. J'étais assis dans le salon, portant encore le costume de la cérémonie. Christophe venait de partir pour rentrer à Grenoble. Il m'avait proposé de rester plus longtemps, mais je lui avais dit que j'avais besoin d'un peu de temps seul. Vanessa est entrée la première. Tailleur de créateur, cheveux tirés en un chignon si serré que cela semblait douloureux. Rebecca suivait, tout aussi sophistiquée. Elles n'ont pas présenté leurs condoléances. Elles n'ont pas demandé comment je tenais le coup. Vanessa a sorti son téléphone et a commencé à faire défiler quelque chose. Jean-Pierre, nous devons discuter de la succession, a-t-elle dit. Pas de bonjour. Pas d'invitation à s'asseoir, juste les affaires. Votre mère est morte hier, ai-je dit doucement. C'est précisément pour cela que nous devons régler ça maintenant, a coupé Rebecca. Avant que les choses ne se compliquent. Je les ai regardées. Complique? Vanessa a fini par lever les yeux de son téléphone. Vous avez été marié à notre mère pendant 4 ans, Jean-Pierre. 4 ans. Rebecca et moi sommes ses enfants biologiques. Nous sommes ses filles depuis toujours. J'en suis conscient, ai-je répondu. Alors vous comprenez pourquoi nous avons besoin que vous signiez ceci. Rebecca a posé un dossier sur la table basse. Notre notaire a tout préparé. C'est une simple reconnaissance par laquelle vous renoncez à toute prétention sur l'héritage de maman, la maison, l'entreprise, les investissements, tout. Je n'ai pas touché au dossier.
Votre mère et moi étions mariés. Le régime matrimonial français protège le conjoint, ai-je rappelé. Nous savons ce que dit la loi, a rétorqué Vanessa d'un ton sec. Nous savons aussi que vous n'avez pas contribué d'un seul euro à tout ce qu'elle a bâti. Vous vous êtes installé dans sa maison. Vous avez profité de sa réussite. Et maintenant qu'elle n'est plus là, vous pensez avoir droit à la moitié de tout? Je n'ai jamais dit ça. Vous n'avez pas besoin de le dire. La loi vous le donnerait automatiquement si vous nous combattiez. Rebecca s'est assise en face de moi. Sa voix s'est adoucie, mais ses yeux restaient froids. Écoutez, Jean-Pierre, nous essayons d'être raisonnables. Nous ne vous jetons pas à la rue. Nous vous offrons 300 000 euros. C'est plus que généreux compte tenu du fait que vous n'avez rien apporté à ce mariage. 300 000 euros, ai-je répété. En liquide, sous 60 jours. Vous signez ces documents, vous déménagez sous 90 jours, et vous repartez avec plus d'argent que vous n'en avez probablement jamais eu dans toute votre vie avant de rencontrer notre mère. Les mots flottaient dans l'air comme du poison. J'ai pensé à Catherine, à la façon dont elle m'avait prévenu avec douceur que ses filles étaient devenues obsédées par l'héritage après la mort de leur père, comment elles ne téléphonaient plus que lorsqu'elles avaient besoin de quelque chose. Comment elles avaient manqué notre mariage parce qu'elles ne pouvaient pas poser de congé. Et si je ne signe pas? Ai-je demandé. L'expression de Vanessa s'est durcie. Alors nous contestons tout. Nous avons des avocats qui bloqueront cela au tribunal pendant des années. Nous soutiendrons que vous avez exercé une influence indue sur notre mère, qu'elle n'était pas saine d'esprit quand elle vous a épousé, que vous l'avez isolée de sa famille. Je n'ai jamais isolé Catherine de personne. Vous ne veniez presque jamais. C'est votre parole contre la nôtre, a dit Rebecca calmement. Et nous avons des emails, des messages, des preuves que notre relation avec maman s'est détériorée après votre arrivée. J'ai regardé ces deux femmes, les filles de Catherine. Elles m'avaient montré des photos d'elles enfants, souriantes, jouant, pleines de vie. Je n'arrivais pas à concilier ces images avec les étrangères glaciales assises dans mon salon essayant de m'intimider pour m'arracher tout ce que leur mère avait construit. J'ai besoin de réfléchir, ai-je dit. Réfléchissez vite, a dit Vanessa en se levant. Nous reviendrons dans 3 jours. Si vous n'avez pas signé d'ici là, notre offre tombe à 200 000 euros. Et si vous refusez encore, nous lançons les procédures judiciaires. Elle s'est arrêtée à la porte. Oh, et Jean-Pierre, changez les serrures si vous voulez. C'est la maison de notre mère. Nous obtiendrons simplement une ordonnance du tribunal. Elles sont parties. Le dossier est resté sur la table basse comme un serpent enroulé. J'ai appelé Christophe le soir même, je lui ai tout raconté. Il était furieux. Papa, tu ne peux pas les laisser faire. Prends un avocat. Batte-toi. Je suis fatigué, fils, ai-je dit. Je viens d'enterrer ma femme. Je n'ai pas l'énergie de me battre contre ces filles. Alors laisse-moi me battre pour toi. Je vais trouver un avocat. Je m'occuperai de tout. Christophe, non. J'apprécie, mais non. Il est resté silencieux un long moment. Elle se trompe sur toi, papa. Tu le sais, n'est-ce pas? Tu as rendu maman heureuse. Ça vaut plus que tout son argent réuni. Je ne pouvais plus parler à cause de la gorge serrée. 3 jours plus tard, Vanessa et Rebecca sont revenus. Mêmes vêtements coûteux, mêmes expressions hautaines. J'avais à peine dormi, à peine mangé. La maison semblait trop grande et trop vide sans Catherine. Avez-vous pris votre décision? A demandé Vanessa. J'ai hoché la tête. Je vais signer. Rebecca a eu un vrai sourire. Choix intelligent. Vraiment, Jean-Pierre. C'est mieux pour tout le monde. Vous prenez un nouveau départ. Nous préservons ce que notre mère a bâti et personne n'a à gaspiller d'argent en frais d'avocat. Quand est-ce qu'on règle ça? Ai-je demandé. Demain, 10 heures, au cabinet de notre avocat dans le centre-ville. Apportez une pièce d'identité. Vanessa se dirigeait déjà vers la porte. Oh, et commencez vos cartons. Nous voulons mettre la maison en vente avant la fin du mois. Ce soir-là, je me suis assis dans le bureau où Catherine travaillait. Ses lunettes de lecture étaient encore sur le bureau. Une grille de mots croisés à moitié terminée se trouvait à côté de son stylo préféré.
J'ai pris le stylo et je l'ai tourné entre mes mains, me rappelant comment elle en mâchouillait le capuchon quand elle réfléchissait. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Monsieur Morel, c'est maître Patricia Hamon à l'appareil. J'étais la notaire de votre épouse. Oh, bonjour, maître. Appelez-moi Patricia, je vous prie. J'ai appris le décès de Catherine. Je suis vraiment désolé pour votre perte. C'était une femme remarquable. Merci. Monsieur Morel, je crois comprendre que les filles de Catherine vous ont contacté au sujet de la succession. Je me suis figé. Comment le savez-vous? Parce que Catherine l'avait anticipé. C'est pour cela que je vous appelle. Vous avez un rendez-vous demain à 10 h, c'est bien cela? Oui, pour signer des documents de renonciation. Patricia est restée silencieuse un instant. Monsieur Morel, je suis la notaire en charge de la succession de Catherine. C'est moi qui ai rédigé son testament. Je peux vous assurer que quels que soient les documents que Vanessa et Rebecca ont préparés, ils ne sont pas conformes aux volontés de votre épouse. Que voulez-vous dire? Je veux dire que vous devez vous rendre à ce rendez-vous demain. Mais avant de signer quoi que ce soit, je dois être présente. S'il vous plaît, ne discutez pas. C'est ce que Catherine voulait. Je ne comprends pas. Vous comprendrez demain à 10 h. Quelle est l'adresse? Je lui ai donné les informations. Patricia, que se passe-t-il? Catherine vous aimait énormément, monsieur Morel. Elle connaissait aussi ses filles mieux qu'elle ne le pense. Faites-moi confiance. Allez au rendez-vous. Ne signez rien avant mon arrivée. Elle a raccroché avant que je ne puisse poser une autre question. Le lendemain matin, j'ai mis mon plus beau costume, celui que j'avais porté à l'enterrement. Christophe voulait m'accompagner, mais je lui ai dit de rester à Grenoble. C'était quelque chose que je devais gérer seul. Le cabinet d'avocat se trouvait dans une de ces tours de verre de la Pardieu, au 30e étage. La réceptionniste m'a dirigé vers une salle de conférence où Vanessa, Rebecca et un homme en costume onéreux m'attendaient. Jean-Pierre, bien. Vous êtes à l'heure. Vanessa a désigné une chaise. Voici maître Laurent Chêne, notre avocat. Chêne s'est levé et m'a serré la main. Poignée ferme, regard calculateur. Monsieur Morel, je crois comprendre que vous avez accepté les termes de l'accord. J'ai préparé tous les documents. Cela ne devrait pas prendre plus de 15 minutes. J'ai pensé que je devrais avoir mon propre conseil présent, ai-je dit. L'expression de Rebecca s'est crispée. Ce n'était pas prévu dans notre accord. Nous n'avions pas d'accord. Vous avez fait une offre. J'ai dit que j'y réfléchirais. Vous avez dit que vous signeriez, a lancé Vanessa d'un ton sec. J'ai dit que je viendrais à ce rendez-vous, et j'y suis. Maître Chêne a raclé sa gorge. Monsieur Morel, bien sûr, vous avez droit à une représentation juridique. Cependant, je dois souligner que retarder ce processus ne fera que coûter plus d'argent à tout le monde. Ces documents sont simples. Vous reconnaissez simplement renoncer à vos droits de conjoint survivant sur la succession en échange d'une indemnité transactionnelle de 300 000 €. C'est bien cela, ai-je dit. Exactement. Et à quoi exactement est-ce que je renonce? Chêne a sorti un dossier. Le patrimoine de Madame Morel comprend la résidence principale située au 4127 allée des Pins, estimée à environ 2,8 millions d'euros. Son entreprise, Héritage Import, avec des actifs totalisant environ 1,4 million, des portefeuilles d'investissement de 2,3 millions, et divers autres comptes portant la valeur totale de la succession à environ 6,7 millions d'euros. Donc, vous m'offrez moins de 5% de ce que ma femme a laissé derrière elle. Vanessa s'est penchée en avant. Ce que notre mère a laissé, et vous recevez bien plus que ce que vous méritez pour 4 ans de mariage. La porte s'est ouverte. Patricia Hamon est entrée. Elle avait environ 55 ans, portait un tailleur bleu marine et tenait une mallette en cuir. Tout en elle respirait la compétence et l'autorité. « Je suis désolé pour mon retard », a-t-elle dit aimablement. La circulation était terrible. Chêne s'est levé. « Je m'excuse, qui êtes-vous » Patricia Hamon, notaire. Je représente les intérêts de Monsieur Morel et, plus précisément, j'étais la notaire de Catherine Morel.
Elle a posé sa mallette sur la table et a regardé Vanessa et Rebecca. Bonjour les filles. Cela fait un moment. Le visage de Rebecca était devenu blême. Qu'est-ce que vous faites ici? Je m'assure que les dernières volontés de ma défunte cliente soient correctement exécutées. Patricia a tiré une chaise à côté de moi et s'est assise. Maintenant, maître Chen, je crois savoir que vous avez préparé des documents pour monsieur Morel. Chen s'est vite repris. Oui, un accord transactionnel où monsieur Morel renonce à ses droits successoraux en échange d'un versement forfaitaire. Quel montant? 300 000 euros. Patricia n'a même pas scié. Je vois. Et vous avez conseillé à vos clientes que c'est une compensation appropriée compte tenu de la courte durée du mariage et de l'absence de contribution financière de monsieur Morel à la constitution du patrimoine? Oui. Intéressant. Patricia a ouvert sa mallette et en a sorti un document. Parce que j'ai ici le dernier testament de Catherine Morel, rédigé 8 jours avant son décès. Voudriez-vous savoir ce qu'il contient? Un silence de mort s'est installé dans la salle. Vanessa a retrouvé sa voix la première. Notre mère est morte d'une crise cardiaque soudaine. Elle n'a pas eu le temps de changer son testament. Au contraire, Catherine est venue à mon étude spécifiquement pour mettre à jour ses volontés 2 semaines avant sa mort. Elle a dit qu'elle avait un pressentiment. J'ai essayé de lui dire qu'elle était pessimiste, mais elle a insisté. Patricia m'a regardé. Elle vous aimait beaucoup, Jean-Pierre. Elle voulait s'assurer que vous soyez protégé. Protégé de quoi? A exigé Rebecca. Patricia a souri. Ce n'était pas un sourire chaleureux. Exactement de cette situation. Catherine avait prédit avec une grande précision que ses filles tenteraient de faire pression sur Jean-Pierre pour qu'il renonce à ses droits. Elle a ouvert le testament. Dois-je lire les passages pertinents? C'est absurde, a dit Vanessa. Quel que soit le document que vous avez, il ne peut pas passer outre nos droits d'enfant biologiques. Vous avez tout à fait raison. Il n'annule pas vos droits, il les définit très clairement. Patricia a commencé la lecture. Moi, Catherine Anne Morel, saine d'esprit et de corps, déclare par la présente que ceci est mon dernier testament. À mon époux bien-aimé Jean-Pierre Morel, je lègue notre maison de l'Allée des Pins, tout son contenu, mes parts dans héritage import, et l'intégralité de mes portefeuilles d'investissement. Rebecca s'est levée d'un bond. C'est impossible. Elle ne nous écarterait jamais complètement. Je n'ai pas dit qu'elle vous écartait. Asseyez-vous, Rebecca, je vous prie. Patricia a attendu que Rebecca se rasseye lentement. À mes filles, Vanessa et Rebecca, je lègue la somme de 100 000 euros chacune, à verser immédiatement après le règlement de la succession. 100 000 euros chacune? La voix de Vanessa tremblait. C'est tout? Sur une succession de 7 millions? 6,7 millions, a corrigé Chen à voix basse. Il semblait maintenant très mal à l'aise. Patricia n'avait pas fini. Cependant, il y a une clause conditionnelle. Laissez-moi la lire exactement comme Catherine l'a écrite. Elle a regardé Vanessa et Rebecca. Si l'une ou l'autre de mes filles tente de contester ce testament, de faire pression sur mon mari pour qu'il renonce à ses droits, ou d'entreprendre toute action en justice pour réclamer une part plus importante de mon héritage dans les 120 jours suivant mon décès, elles perdront l'intégralité de leur part. Dans ce cas, leur part sera intégralement reversée à la Ligue contre le cancer. Personne n'a parlé. On aurait pu entendre une mouche voler. Vanessa a finalement parlé. C'est de la folie. Elle n'était pas saine d'esprit. Jean-Pierre l'a manipulée. Patricia a sorti un autre document. J'ai ici une évaluation psychologique datée d'une semaine avant la signature du testament. Catherine a passé des tests cognitifs sur ma recommandation. Score parfait. Elle était en pleine possession de ses moyens. Et avant que vous ne demandiez, j'ai 3 témoins pour la signature, dont un médecin. Pourquoi aurait-elle fait ça? La voix de Rebecca n'était plus qu'un murmure. Parce qu'elle vous connaissait. La voix de Patricia s'est un peu adoucie. Catherine m'a tout dit, les filles. Comment vous avez cessé d'appeler après qu'elle a épousé Jean-Pierre? Comment vous avez manqué son mariage? Comment chaque conversation tournait autour de votre futur héritage? Elle a dit que vous la regardiez comme un fonds de pension et non comme votre mère. Ce n'est pas vrai, a protesté faiblement Vanessa. Ah bon?
Vous êtes arrivé chez votre mère le lendemain de son enterrement pour exiger que Jean-Pierre signe une renonciation. Vous n'avez pas demandé comment il allait. Vous n'avez montré aucune compassion. Vous avez immédiatement commencé à calculer comment maximiser votre part. Rebecca pleurait maintenant. De vraies larmes coulaient sur son visage soigneusement maquillé. Nous aimions notre mère. Peut-être. Mais vous aimiez son argent davantage. Et Catherine le savait. Patricia s'est tournée vers Chen. Maître Chen, je suppose que vos clientes vous avaient dit quels étaient les principales bénéficiaires. La mâchoire de Chen était serrée. Elles m'ont informé qu'elles s'attendaient à hériter du patrimoine, oui. Alors vous travaillez sur de fausses bases. Je vous suggère de discuter de vos honoraires avec Vanessa et Rebecca. J'ai l'impression qu'elles pourraient avoir des difficultés à payer votre provision désormais. Chen s'est levé. Vanessa, Rebecca, je pense que nous devons discuter en privé. Il n'y a rien à discuter, a craché Vanessa. Ce testament est frauduleux. Nous allons nous battre. Alors vous n'aurez rien, a dit Patricia calmement. Pas un euro. Je m'assurerai personnellement que la Ligue contre le cancer reçoive chaque centime que Catherine vous destinait. Est-ce vraiment ce que vous voulez? Honorer la mémoire de votre mère en prouvant qu'elle avait raison sur votre compte? La question est restée en suspens. Vanessa a regardé Rebecca. Rebecca a baissé les yeux vers le sol. Lentement, elles ont ramassé leurs affaires et ont quitté la salle sans un mot. Chen a suivi, ayant l'air de vouloir être n'importe où sauf ici. Je suis resté assis, essayant encore d'assimiler tout ce que je venais d'entendre. Patricia a fermé sa mallette et m'a regardé avec bonté. Est-ce que ça va, Jean-Pierre? Catherine savait, ai-je dit doucement. Elle savait qu'elle ferait ça. Oui. Cela lui brisait le cœur, mais elle n'était pas surprise. Elle disait que ses filles étaient devenues des étrangères pour elle au fil des ans, qu'elles appelaient pour son anniversaire et à Noël, mais seulement pour s'enquérir de sa santé et demander si elle avait mis à jour ses dispositions successorales. Je n'ai jamais voulu son argent. Elle le savait aussi. C'est pour cela qu'elle vous aimait. Vous la voyez comme Catherine, pas comme un distributeur automatique. Patricia s'est levée. La maison est à vous. L'entreprise est à vous. Tout ce qu'elle a bâti est à vous. C'est ce qu'elle voulait. Pouvez-vous vivre avec cela? J'ai repensé à Catherine. À nos 4 années ensemble, à la façon dont elle me tenait la main devant la télé. À la façon dont elle riait de mes blagues nulles, à comment elle me disait qu'elle avait l'impression d'avoir reçu une seconde chance de bonheur. Je peux vivre avec ça, ai-je dit. Mais je vais faire quelque chose avec cet argent, quelque chose que Catherine approuverait. 3 mois plus tard, j'ai créé la Fondation Catherine Morel. Elle offre des bourses d'études pour les étudiants d'âge mûr qui reprennent leurs études après avoir perdu un conjoint. Chaque centime des portefeuilles d'investissement de Catherine y est allé. J'ai gardé la maison parce que c'était notre foyer et je n'arrive pas encore à me résoudre à la quitter. J'ai cédé l'entreprise au gérant qui la dirigeait depuis des années. Catherine avait toujours dit qu'elle lui faisait plus confiance qu'à quiconque. Christophe m'a aidé à tout mettre en place. Il ne voulait pas que je donne l'argent. Il disait que je le méritais après ce que les filles de Catherine m'avaient fait subir. Mais je lui ai dit qu'il ne s'agissait pas de mériter quoi que ce soit. Il s'agissait d'honorer la mémoire de Catherine d'une manière qui l'aurait rendue fière. Vanessa et Rebecca ont pris leurs 100 000 euros chacune. Elles n'ont jamais contesté le testament. J'ai appris par des connaissances communes que le mari de Vanessa l'avait quitté peu après. Apparemment, lui aussi comptait sur un héritage plus important. Rebecca a vendu son agence et est revenue vivre à Lyon. Bien que je ne l'ai jamais croisée, je ne l'ai pas. Je ne suis même plus en colère. Je me sens juste triste pour elle. Triste qu'elles ne sachent jamais ce qu'elles ont perdu. Pas l'argent, mais la chance de vraiment connaître leur mère durant ces dernières années. La chance de la voir heureuse, aimée et épanouie après tant d'années de deuil. J'ai 67 ans. Je vis seul dans une maison trop grande pour une personne. Mais chaque matin, je prends mon café dans la cuisine où Catherine lisait ses mots croisés. Chaque soir, je m'assieds dans le salon où nous regardions nos émissions préférées. Et parfois, quand tout est très calme, je jurerais entendre encore son rire. Christophe vient me voir tous les week-ends maintenant. Il dit qu'il ne veut pas que je sois seul.
Je pense qu'il aime juste mes petits plats maison. C'est un bon fils. Le genre de fils qui n'a jamais posé de questions sur l'héritage, qui a seulement demandé si j'allais bien. C'est là toute la différence, je suppose, entre les gens qui vous aiment et les gens qui aiment ce que vous pouvez leur apporter. Catherine connaissait cette différence et elle s'est assurée que, même dans la mort, elle puisse protéger les personnes qui comptaient vraiment. Alors, si vous regardez ceci et que vous réfléchissez à votre propre héritage, pensez à ceci. Votre testament n'est pas seulement une répartition de biens. C'est votre dernier message à ceux que vous laissez derrière vous. Assurez-vous qu'ils disent ce que vous pensez vraiment. Et souvenez-vous, la meilleure vengeance n'est pas de rendre les coups. C'est de bien vivre et d'honorer ceux qui vous ont véritablement aimé. À la prochaine, c'était Jean-Pierre Morel, vous rappelant que la famille n'est pas toujours une question de sang. Parfois, c'est une question de savoir qui est là quand cela compte vraiment.